Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour un nouveau webinaire du service d'appui RH de Seine-et-Marne Attractivité sur le sujet Changer, c'est exister demain. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Marc Garnier, l'intervenant de ce webinaire. Merci beaucoup Julie, merci à l'équipe de Seine-et-Marne Attractivité et en particulier à Lydie Benko, Evgenia Goroshkova et puis Julie qui vient d'intervenir, qui ont toutes les trois travaillé sur les volets techniques et communication de ce rendez-vous. Ce webinaire devrait durer environ 45 minutes, suivi d'une séance de questions-réponses si toutefois il y a des questions. Pour la bonne organisation de ce webinaire, alors je vais demander à tous les participants de couper leur micro et idéalement aussi de couper leur caméra pour qu'il puisse y avoir un son d'une bonne qualité et puis voilà, que le réseau soit suffisant pour que le partage d'écran fonctionne bien. Bienvenue donc à vous tous. C'est un vrai plaisir pour moi de vous proposer ce webinaire sur le thème du changement. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Jean-Marc Garnier. Je suis consultant en ressources humaines et dirigeant de Vacom à Marne-la-Vallée. Donc, j'ai 25 ans d'expérience, principalement dans la distribution spécialisée, dans des enseignes comme Decathlon, Brice, Darty, Brico Dépôt, Cultura, comme directeur de magasin, ensuite directeur régional. J'ai passé ma certification de coach de dirigeant à HEC Paris en 2015-2016. Et je suis spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans le domaine des ressources et des relations humaines. Vacom, en fait, c'est une société qui existe depuis 1989 et qui s'est ouverte à la franchise en 2009, qui compte aujourd'hui 41 implantations en France, 80 consultants, et nous travaillons autour de 6 activités dédiées aux ressources et relations humaines. Les 6 activités, vous les avez ici, donc le conseil stratégique, la formation, le recrutement et l'évaluation, l'orientation professionnelle, c'est tout ce qui est bilan de compétences, VAE, bilan professionnel, etc. On a une équipe de coachs dont je fais partie pour faire du coaching individuel et collectif en entreprise. On a également une équipe de conférenciers dont je fais également partie, qui intervient auprès des entreprises, des chambres de commerce, de Seine-et-Marne Attractivité, voilà, sur des thématiques essentiellement centrées sur les ressources humaines. Alors, bienvenue dans l'antre de Vacom Marne-la-Vallée. Donc, mes locaux sont situés à Montévrain. Aujourd'hui, j'interviens auprès de différents clients pour les plus connus, Disney, Village Nature, Lagardère, ArcelorMittal, etc., etc. Donc, ça, c'est des structures qui sont assez connues et qui sont assez importantes, mais j'interviens également auprès d'entrepreneurs indépendants, parfois individuels. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément l'envergure, la taille de la structure, mais c'est surtout l'humain qu'il y a dedans. Voilà, donc moi, ce qui m'a inspiré dans l'écriture de ce webinaire, c'est en fait, c'est le lien direct qu'il y a entre la situation inédite que nous vivons tous depuis le mois de mars et la notion de conduite de changement. Nous vivons un bouleversement avec des niveaux différents de perception d'une personne à l'autre. Alors, du coup, comment travailler l'engagement et l'implication? C'est vraiment les deux mots majeurs en fait, de cette intervention. Lorsque la stratégie d'entreprise est brouillée par le manque de visibilité de l'évolution de la crise. La crise sanitaire devient un peu plus chaque jour une crise économique et aussi évidemment une crise sociale. On l'entend de plus en plus dans les médias. Alors, faut-il en effet changer pour exister demain? Je vais répondre à cette question en vous partageant mes constats factuels, en toute humilité, ainsi que mes convictions. Le contenu de ce webinaire que j'ai proposé donc à Seine-et-Marne Attractivité est donc le suivant. Quel impact de la crise sanitaire sur mon projet et ma stratégie d'entreprise? Comment développer la capacité de résilience? Résilience, c'est vraiment un terme à la mode en ce moment, mais qui a vraiment beaucoup de sens. Donc, capacité de résilience au sein des équipes. L'homme et le changement, quelle conduite adopter? Repérer les forces et domaines de vigilance de chaque profil au changement. La méthode de l'engagement, comment situer le niveau d'implication d'une équipe. La carte de l'implication, comment impliquer individuellement mes collaborateurs. Donc, vous verrez donc que cette démarche, elle est à la fois individuelle et collective pour créer les conditions de la réussite d'un collectif malgré le contexte ambiant assez contrarié. Alors, moi, j'aime bien démarrer toujours avec des chiffres, avec une photo à l'instant T, et je m'appuie souvent sur des sondages OpinionWay, IFOP. Donc là, en l'occurrence, ce sondage OpinionWay, qu'est-ce qu'il nous apprend? On voit en fait que ce sondage, il a démarré en février 2015, donc en fait, le référentiel, c'est février 2015. Il n'y a pas eu d'événement particulier ce mois-là, à cette période-là, mais
OpinionWay a créé donc, un questionnaire qu'il passe de manière récurrente aux entreprises, et plus particulièrement aux chefs d'entreprise. Et l'indicateur que vous voyez, en fait, il prend en compte les questions de confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation actuelle. Voilà, ça c'est le thème générique du sondage qui est donné aux entrepreneurs. Donc vous voyez que ça fluctue, hein, et on en arrive effectivement à l'année 2020, où vous voyez que là on est sur la période du premier confinement, où il y a une chute brutale, évidemment, de la confiance à l'égard de l'évolution de l'économie et d'appréciation de la situation. Déconfinement, la confiance remonte, alors pas forcément à l'indice de référence 100, et tout de suite, deuxième confinement, le niveau de confiance rechute à 71. Alors, c'est malheureusement logique, néanmoins, on voit que cette rechute ne se situe pas à un niveau aussi bas que pour le premier confinement. Voilà le premier constat. On peut constater aussi que par rapport au mois de septembre dernier, vous voyez, l'évolution par rapport à septembre, le sondage OpinionWay a questionné sur différents thèmes, différents mots-clés. Est-ce que les chefs d'entreprise sont inquiets? Est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils sont attentistes? Bon, alors vous voyez que la somme de tous ces chiffres-là, c'est supérieur à 100. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un questionnaire à choix multiple. Hein. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que quand on regarde l'évolution par rapport à septembre, on voit très bien qu'en septembre, le mot confiant était en tête, hein, puisque si on rajoute les 9 aux 30, ici on est à 39. Ensuite, on avait l'optimisme qui était à 30 plus 5, 35. Et la notion d'inquiétude, elle était à 37 moins 5%, c'est-à-dire 32%. Donc on avait dans l'ordre, je suis confiant, je suis optimiste, et puis je suis aussi un peu inquiet. Là, vous voyez que la tendance, elle s'est inversée, et c'est vraiment la notion d'inquiétude qui vient en premier dans les sondages. Ce qui m'interpelle en revanche aussi, c'est la notion d'audace. Vous voyez ici le petit point là qui se balade. Alors c'est et plus 1 par rapport à septembre, ce qui veut dire qu'en septembre, on ne se parlait même pas d'audace. Donc aujourd'hui, pourtant le contexte, il est anxiogène certes, mais il est moins qu'avant. Alors faut-il de l'audace ou du courage en cette période inédite? Moi j'ai envie de répondre, le courage c'est faire face à ses propres peurs, et l'audace c'est faire face aux peurs des autres. Voilà, je vous laisse méditer dessus, vous avez 2 heures. D'autres chiffres pour entrer un petit peu plus dans le détail justement de cette audace, et je terminerai par là, hein, c'est le dernier panneau de sondage que je vous montre. On se rend compte que cette minorité d'audacieux, elle se concentre sur le commerce, ici, et sur les sociétés de services, d'accord, mais en aucune façon au niveau de l'industrie et de la construction. Et qui plus est dans les petites structures, vous voyez, les petites structures de moins de 10 salariés. Donc après, si on réunit tous ces différents thèmes, donc les inquiets, les méfiants, les angoissés, on arrive à 61 points. Si on réunit les optimistes, les confiants, les sereins, les audacieux, on arrive à 71 points. Donc le ressenti des chefs d'entreprise, il n'est pas si négatif que ça. Alors moi, j'ai juste envie de poser la question, comment créer les conditions qui vont permettre de changer pour exister demain? Alors la crise sanitaire liée à la Covid-19 est un événement majeur à l'échelle de notre société, mais elle n'a pas pour autant ébranlé le rapport des salariés à leur employeur. Alors que pendant le premier confinement, plus d'un tiers des salariés ont basculé en télétravail et à peu près la même proportion en chômage partiel selon différentes enquêtes de l'IFOP, la relation des Français à leur entreprise ou à l'administration, à leur structure qui les emploie, est restée assez stable. On a 76% des salariés qui déclarent qu'ils sont liés à leur entreprise, ni plus, ni moins qu'avant. Cette crise a néanmoins modifié la relation salarié-employeur pour un quart des sondés. Dans ce quart des sondés, on a en effet la moitié, donc 12%, qui se sentent plus liés qu'avant. Cette proportion peut monter même à 17% pour les salariés de moins de 40 ans. Et enfin, l'autre moitié, donc les 12 autres pourcents, déclarent que le lien s'est plutôt distendu. 49% en raison du manque de mobilisation d'entreprise pendant la crise, mais aussi le fait de se sentir abandonné et livré à soi-même. Donc il y a eu aussi un sentiment accentué parmi les salariés en chômage partiel ou en télétravail, ou bien encore les nouvelles conditions de travail provoquées par l'épidémie et qui ne conviendraient pas à tous les salariés. Encore quelques chiffres, 46%
parmi ceux qui éprouvent un renforcement de ce lien, c'est 46% en raison de l'attitude de l'entreprise face à l'épreuve et 44% dû au fait qu'ils aient conservé tout simplement leur emploi. Et enfin, pour terminer avec les chiffres, après ça sera terminé, 61% des salariés indiquent que la crise actuelle ne confère ni plus ni moins d'intérêt à leur travail. 20% des sondés trouvent davantage de sens et d'intérêt à leur travail dans cette période de crise. À l'inverse, 19% trouvent aujourd'hui moins de sens et d'intérêt dans leur travail. C'est le cas notamment pour les personnes travaillant dans le secteur du commerce, puisque 30% éprouvent moins d'intérêt dans leur travail dans ce secteur-là. Puis c'est un univers qui, vous savez, qui est durement éprouvé par la crise et où le contact avec les clients, qui fait souvent l'intérêt de ce métier d'ailleurs, a été souvent interrompu du fait des fermetures de magasins. Pour autant, cette crise n'est pas sans effet. Elle génère une forte incertitude quant à l'avenir pour toute une partie du monde du travail. Et actuellement, seuls 53% des salariés français déclarent qu'ils sont capables de se projeter sur un plan professionnel, ce qui signifie qu'en gros, 1 sur 2 se situe dans l'expectative et le brouillard. Voilà pour le postulat de départ. Il va falloir qu'on bosse avec ça. Quel impact de la crise sanitaire sur mon projet et ma stratégie d'entreprise? En fait, en temps de crise, comment maîtriser sa stratégie et construire l'avenir? Donc la période actuelle qui nous invite en fait à reconsidérer nos approches stratégiques et à nous interroger sur les grandes tendances qui pourraient bien s'accélérer demain. Au cœur de la crise, donc l'idée même de stratégie nous interroge: à quoi bon faire de la stratégie puisque tout n'est que incertitude et inconnu? Et pourtant, baisser les bras, évidemment, ce serait une erreur fatale. Cette période nous appelle au contraire à faire plus de stratégie, mais différemment. Parce que plus que jamais, les dirigeants sont au défi de poser un cap, d'insuffler une énergie au sein de leur organisation. Et pour construire l'avenir, il s'agit tout simplement d'anticiper dès aujourd'hui les macro-tendances qui risquent de s'accélérer. Et donc, tout se résume par cette logique post-crise qui est donc une logique de proaction. La première accélération à prévoir, c'est le besoin de définir la finalité de l'entreprise au-delà de la pure création de valeur financière. En fait, cette quête de sens, elle était déjà engagée avant la crise, enracinée dans des évolutions, on va dire, sociétales irréversibles. Et il faut du coup plus que jamais intégrer l'ensemble des parties prenantes. Et donc, quel est l'impact de mon activité sur la santé, sur le climat, sur le bien-être social? Dans les mois qui viennent, l'aspect sanitaire restera crucial, y compris pour des entreprises qui ne s'en étaient jamais préoccupées auparavant. Par exemple, la création de certifications est un outil stratégique intéressant. Et c'est par exemple l'approche qui a été choisie par le groupe Accor en créant avec le Bureau Veritas un label qui garantit leur sérieux sanitaire dans la reprise de leur activité. Alors, les propositions de valeur, ce qui fait en fait l'utilité de chaque entreprise. Donc, ces propositions de valeur, elles vont devoir continuer à évoluer fortement autour de notions aussi incontournables que le local, la sécurité, la santé, la confiance ou encore l'authenticité. L'authenticité en interne autant que l'authenticité évidemment vis-à-vis des clients. Donc cette crise en fait elle nous invite aussi à nous interroger sur le réseau de partenaires qui gravite autour de chaque entreprise. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce réseau de partenaires? Quelles sont les alliances stratégiques que l'on peut tisser pour demain? J'ai notamment récemment recommandé à un dirigeant d'élargir son réseau en se tournant vers de nouveaux groupes de chefs d'entreprise rassemblés par branches professionnelles. On a souvent des réseaux d'entreprise avec des activités bien différentes. Il existe également des réseaux qui sont rassemblés par branches professionnelles. Ça peut être intéressant. Il en existe une multitude autour de nous. Et enfin, cette crise aura un impact organisationnel que la stratégie ne pourra pas ignorer. J'aime bien cette phrase de Chateaubriand qui dit « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes ». En fait, le contexte actuel, il nous oblige et il nous apprend à expérimenter de nouveaux modes de travail et de collaboration. Et donc, pour faire face à l'urgence et à l'inconnu, les managers et les leaders peuvent être tentés de recourir à une approche plus centralisatrice et verticale. Pourtant, il sera bientôt nécessaire de redonner du souffle et de l'énergie à ces équipes en relâchant la bride. Alors, comment développer la capacité de résilience au sein des équipes? Déjà, le mot résilience vient du latin resilienta, qui signifie le fait de rebondir. Cette définition elle est ensuite étendue à la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une structure à surmonter une altération de son environnement. En fait, la résilience, c'est la capacité d'une matière à absorber un choc
et à revenir à sa forme initiale. Dans l'entreprise aujourd'hui, au regard du contexte, moi j'aurais envie de dire comment devenir idéalement une meilleure version après un choc, et pas simplement revenir à sa forme initiale. Après un choc, comment rebondir, comment aller non pas forcément plus haut, mais ailleurs. Donc la question de la résilience, elle est centrale. Elle est centrale. Je vais être un peu provocateur en vous disant ça, mais un DRH, un DG, ça peut sauter en 2 minutes, pardon. Dans l'armée, c'est pareil, le colonel, il change tous les 4 ans. En réalité, si on regarde de plus près, toujours dans cette considération un peu militaire, en fait, c'est les sous-officiers qui assurent la pérennité du lien entre le commandement et les soldats. Donc, dans l'entreprise, le sous-officier peut être assimilé au management de proximité. Il faut former des managers de proximité à rassurer, à protéger. Le management de proximité, c'est en fait une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas une compétence qui s'improvise. Quand on se parle de conduite du changement, de créer les conditions de l'acceptabilité en positivant au sein des équipes pour maintenir le niveau d'engagement par la qualité de la relation, tout ça, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Alors dans la relation, il peut y avoir différentes choses, l'appropriation du changement. Donc ça demande de la maîtrise qui, là encore, ne s'improvise pas. Il faut être en capacité de gérer l'équilibre contribution-attribution. Il faut être en capacité également de gérer l'équité entre les collaborateurs. Donc, vous voyez, le manager de proximité, lui, va sécuriser l'engagement de chacun. Et le rôle de l'entreprise et du DRH, quand il y a un DRH, consiste tout simplement à sécuriser le niveau de préparation du manager de proximité qui, lui, va du coup piloter ça sur le terrain. L'homme et le changement, quelle conduite à adopter? Alors, 2 définitions déjà. Pour rappel, le changement, c'est une modification par rapport à une situation antérieure. C'est un passage d'un état à un autre. Et la conduite du changement, c'est un ensemble des actions effectuées au sein d'une organisation pour lui permettre de s'adapter au changement et à l'évolution de l'organisation. Alors, il peut y avoir des facteurs de 2 natures différentes, les facteurs externes et les facteurs internes. Les facteurs externes qu'on peut définir comme une situation subie, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action directe dessus, on fait avec, c'est l'environnement changeant. Alors, on peut se parler évidemment de la pandémie, c'est vraiment d'actualité, mais il y a aussi la modification des lois, des clients qui ont des demandes différentes, une évolution de l'environnement concurrentiel, une fusion. Voilà, ça, ce sont des facteurs externes. Et puis des facteurs internes, qui sont plutôt des situations choisies. Alors parfois, des bonnes situations ou des mauvaises situations, mais en tout cas, des situations sur lesquelles on a la main directement. Ça peut être le changement de stratégie d'entreprise, de valeur, de système de gestion. Ça peut être le changement de méthode, le changement d'outils également. Et voilà, donc ça constitue les facteurs internes. Alors, les 3 natures de changement peuvent être une rupture, donc ça c'est ce qu'il y a évidemment de plus brutal. Ça peut être aussi une mutation lente, ça peut être une modification tout simplement. Mais dans tous les cas, en fait, le changement, en règle générale, il fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce que l'on va trouver. Et au niveau de l'humain, au niveau de la gestion émotionnelle de l'humain, on a la médaille et le revers de la médaille. À gauche, vous avez les émotions qui sont plutôt négatives, l'inquiétude, l'incompréhension, les limites. Vous avez probablement entendu parler de croyances limitantes. Voilà, donc on ne se sent pas capable de mener un challenge, de mener un défi. La révolte, ça peut être aussi la révolte. On le voit dans notre pays en ce moment. Les blessures, la peur, la tristesse, la colère aussi. Et puis, d'un autre côté, le changement peut générer de l'envie, de l'enthousiasme, des rêves, des désirs, des potentiels émergents, des évolutions de nous-mêmes. Ça peut générer également de l'optimisme, ça peut générer de la joie. Alors, là, vous avez sur cette courbe-là les habitudes, les repères, les représentations à votre gauche. Et puis, ce que j'ai mis comme un éclair, en fait, c'est un choc. Alors, ça peut être la Covid, ça peut être un événement majeur, facteur externe, comme j'ai défini tout à l'heure. C'est un changement. Tout de suite, derrière, ça génère de la perte de repères, par exemple, de la peur, de l'incertitude, de l'inconfort, des tensions, du stress. Et ça peut générer également de la résistance. En fait, toute idée nouvelle passe systématiquement par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Par exemple, ça je me suis inspiré d'une conférence d'Idriss Aberkane, le droit de vote des femmes. Au moment de la Déclaration des droits de l'homme en 1789, le droit de vote des femmes c'était totalement ridicule. 100 ans plus tard, les hommes ils ont commencé en fait à se poser la question et puis ils ont estimé que l'idée était plutôt dangereuse.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, un critère légal pour faire interner une femme en hôpital psychiatrique, c'était lit des romans. Une femme qui lit des romans, on l'internait en hôpital psychiatrique. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, les femmes votent, et évidemment, c'est totalement évident. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. Que les femmes puissent porter des pantalons, ridicule, dangereux, évident, demandez à Coco Chanel. Puis porter des masques aussi, on peut s'en parler. Porter des masques dans la rue, en début d'année, c'était ridicule. Puis c'est devenu dangereux parce que certains disaient que respirer l'air que l'on expire, potentiellement, on peut mourir. Donc c'est estimé comme dangereux. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu une évidence. Alors, vous connaissez peut-être cette courbe du changement. La courbe du changement, qu'on appelle aussi la vallée des larmes, elle a pour origine le travail du docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui est donc un médecin psychiatre, autour de l'expérience du deuil, en fait. Donc, c'est toujours intéressant de se poser la question, ou de poser la question à son entourage, où vous situez-vous par rapport au changement que vous vivez? Alors, vous voyez, il y a plusieurs phases. On va se la faire rapidement. Le déni, donc là, c'est plutôt... non, c'est pas possible, j'y crois pas. Ensuite, la colère, pourquoi moi, c'est injuste, je veux pas de ça, etc. La peur, l'anxiété, que va-t-il m'arriver, j'y arriverai jamais. Ensuite, ce qu'on appelle le marchandage, c'est voilà, il y a peut-être un moyen que tout reste comme avant, ou voilà. Bon, après, attention, tant qu'on se dit ça, on n'a pas encore vraiment intégré le fait qu'on vit un changement. Ensuite, on arrive vraiment tout en bas de la courbe. Là, on est plutôt dans une notion de dépression, de tristesse. Où là on va se dire, de toute façon, c'est fichu, à quoi bon, je ne peux pas le faire, et on est dans un facteur assez fort de démotivation. Et puis, on bascule petit à petit dans la notion d'acceptation. Ok, je vais faire avec, j'aimerais faire autrement, mais comment? Je commence à me poser des questions, mais voilà, je commence à accepter vraiment la situation qui se produit en ce moment. Et puis la découverte du sens. La notion de sens, elle est essentielle. La découverte du sens, c'est ce qu'on peut appeler également les essais-erreurs. Je vais essayer. Il va y avoir des phases en aller-retour avec l'acceptation progressive. C'est un peu la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, et puis qui finit par marcher. Et puis il y a aussi l'intégration. Je peux le faire, je vais le faire. Et enfin l'action, où je me mets en mouvement de façon pérenne. Et vous voyez que dans ces phases-là, il y a deux axes ici. Donc l'axe que vous avez ici, donc l'abscisse, au-dessus de cet axe-là, on est plutôt sur des facteurs extérieurs. Donc il y a un choc qui m'arrive de l'extérieur, et ensuite je m'engage vers mon environnement extérieur. Et en dessous de cet axe, on est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. Je me remets en question, je me remobilise. En fait, ces quatre facteurs-là, le choc, la remise en question, la remobilisation, l'engagement, ça se manage. Quand une personne est en situation de choc et vit un choc, en entreprise, la ligne managériale se doit d'informer, de donner du sens, de donner de l'information, même des informations qui ne sont peut-être pas forcément super positives. Il faut partager en toute transparence ce qui est en train de se passer. Lorsqu'il y a une remise en question, il faut guider la personne. Il faut commencer à lui proposer des pistes d'action. Dès que la personne se remobilise, il faut l'encourager, il faut lui insuffler de l'énergie, il faut lui donner de la confiance. Et quand la personne s'engage, c'est comme tout. Il faut le nourrir un petit peu plus au quotidien, avec notamment de la reconnaissance, du feedback positif. Et puis, ça, je l'ai trouvé sur Internet, c'est pas de moi. J'ai trouvé ça pas mal, le lien entre le coronavirus et la conduite du changement. Donc, c'est un peu plus simplifié, voilà, mais on reconnaît, on va dire, les étapes principales, notamment le déni, la remise en question, la remobilisation et l'engagement. Le déni, c'est le coronavirus, c'est pour les autres, pas pour moi. Puis, idem pour le confinement. La remise en question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir enfermé? Est-ce que économiquement, ça va le faire? Le point critique, c'est je subis de plein fouet les effets de la crise. On l'a tous malheureusement connu, d'une façon ou d'une autre. La remobilisation, qu'est-ce que je peux faire pour en sortir grandi? Et puis l'engagement, ensemble, tout devient possible. Alors, quatrième point, comment repérer les forces et les domaines de vigilance de chaque profil au changement? En fait, la porte de changement, elle s'ouvre de l'intérieur. J'aime bien aussi cette phrase. On a tendance à voir avec notre mémoire plus qu'avec nos yeux. Et notre énergie de changement, elle est atténuée par tous nos interdits et par nos conditionnements. L'activité inconsciente de notre cerveau, alors,
vous avez probablement entendu parler de ça aussi, hein, les 3 étages, on va dire ça comme ça, du cerveau, mais on se les rappelle quand même. Le cerveau reptilien qui lui réagit automatiquement pour nous défendre, hein, c'est le siège des automatismes. Le limbique, donc le cerveau limbique, qui lui fonctionne comme un filtre et se bloque parfois devant trop d'émotions. On dit souvent que le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Et puis le cortex, le cerveau cortical, qui lui est le siège de la pensée. Il imagine, il crée, il intègre ce que les 2 autres cerveaux lui transmettent et gèrent, et il gère les représentations. Donc nous sommes toutes et tous soumis à l'activité inconsciente de notre cerveau. Lors du premier confinement, j'étais intervenu pour Cinéma d'attractivité sur un outil qui s'appelait OPR. Je vais faire un rappel vraiment de 2 minutes là-dessus. Et vous voyez en fait que cet outil, il permet de redécouper le cerveau en 4 parties, où on reconnaît l'hémisphère droit à droite, l'hémisphère gauche à gauche, et au-dessus de la ligne médiane, le système cortical que je vous ai défini juste précédemment, donc le siège de la pensée, et en bas, le système limbique, siège des émotions, que je vous ai montré également dans la slide précédente. Et à partir de là, cet outil OPR, il permet d'identifier les besoins nécessaires pour nourrir chacune de ces 4 grandes familles de profils, en quelque sorte. Le profil 1, qui est plutôt hémisphère droit et cortical, il a besoin de créativité, de défis, de globalité, d'innovation, de nouveauté, de rapidité. Son facteur de motivation principal à ce profil-là, c'est la reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu par son entourage. Le profil 2, lui, donc hémisphère droit et limbique, il a besoin de contact humain, de collectif, de communication, de dialogue, de sensibilité, de confiance. Son facteur de motivation principal, c'est les relations interpersonnelles. Il a besoin d'aimer et d'être aimé, en quelque sorte. Ça fait un peu bisounours, mais on peut le retranscrire dans le milieu professionnel. Le profil 3, qui est plutôt un hémisphère gauche limbique, lui, ses besoins, c'est les méthodes, le respect, la minutie, la stabilité, la prudence, la qualité. Son facteur principal de motivation, lui, c'est la sécurité. Sa sécurité et celle de son entourage. Et enfin, la 4e grande famille de profils, donc hémisphère gauche, mais plutôt cortical, c'est des profils qui ont besoin de logique, d'analyse, d'organisation, de franchise, de concrétisation, de clarté. Leur facteur de motivation principal, c'est plutôt la notion de résultat, la culture du résultat, l'atteinte de l'objectif. Si on reconsidère ces quatre profils-là, notamment par rapport au changement, ils vont avoir 4 modes de pensée différents. La pensée du 1, ça sera une pensée plutôt provocante, créative, opportuniste. Il va se dire « j'ai l'idée du siècle ». Là, on est sur une personne qui va plutôt amplifier la réalité pour se stimuler lui-même déjà. Pour le 2, il va avoir une pensée plutôt affective, mobile, émotive, souvenez-vous, très centrée sur la relation interpersonnelle. Et puis, bon, il va se cacher un peu derrière son petit doigt. On m'a dit que la personne ne prend pas la responsabilité des conséquences des propos, elle dépend plutôt de l'approbation de l'autre. Le 3e profil aura une pensée plutôt contrôlée, disciplinée, planificatrice. Souvenez-vous, un besoin de sécurité, j'ai pas de problème, mais, il y a toujours un mais avec le 3. La personne évite de se positionner dans la relation, elle ne veut pas prendre de risque. Et enfin, la pensée du 4, ce sera plutôt analytique, quantitative, factuelle. Tous pareils, la personne s'enferme et parfois enferme les autres dans ses certitudes, dans ses idées. On arrive sur un autre outil que l'on utilise. Là, je vous donne les outils Vacom, évidemment, il y en a bien d'autres, mais simplement pour vous montrer que ces outils que je vous présente ont pour vertu principale déjà de faire parler l'autre, pour pouvoir mieux l'entendre, mieux le comprendre, d'être en écoute active par rapport à ses besoins et de voir comment on peut créer les conditions de sa réussite plutôt que de le mettre dans un environnement contraignant qui ne viendrait pas nourrir ses besoins. Donc nous, on choisit en fait les hommes sur leurs compétences. Par contre, vous savez, en entretien de recrutement, on demande les CV, on questionne sur l'expérience. Donc sur un CV, on a des diplômes, on a des expériences, très très bien, et on va recruter en fonction de ça. C'est malheureusement quasiment les seules informations que l'on peut avoir au moment du recrutement. Mais est-ce qu'on réussit grâce aux compétences seules de la personne? Non, on réussit également grâce à leurs attitudes, grâce à leur comportement. Alors on a un outil chez Vacom qui s'appelle la carte de l'implication et qui nous a permis d'identifier 7 grandes familles de profils en entreprise par rapport à leur attitude face au projet de l'entreprise, mais également par rapport à leur intérêt pour le projet de l'entreprise.
Et voilà comment ça se dessine. Alors les papillons, c'est juste pour faire joli, hein, mais c'est simplement pour montrer, on aurait pu mettre des patates, hein, tout simplement, comme dans les grands schémas. Comment on définit en fait chacune de ces 7 familles de personnes au niveau de l'implication. Bah déjà, le toujours partant, lui, s'engage à fond. Les toujours partants, ils hésitent à critiquer. Ils ont plutôt une attitude discrète et parfois soumise. Ils sont toujours d'accord. Les acteurs, eux, bah, ils participent, ils s'impliquent, ils prennent des initiatives. Ils ont une attitude positive et responsable. Les dominants, eux, ils adhèrent et ils décident. Ils font preuve parfois de directivité et ils peuvent aussi prendre trop de place. Ça, c'est le point de vigilance du dominant. Les spectateurs, eux, ils ne s'engagent pas trop. Ils évitent de s'opposer. Ils ont plutôt une attitude passive et ils sont en position d'attente. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais en fait, dans la grande majorité des entreprises, la grande majorité des collaborateurs sont plutôt des spectateurs. Ensuite, on a les donnants-donnants qui, eux, s'adaptent et se servent du vent. Ils protègent et privilégient leurs intérêts. Et ils sont plutôt dans une attitude de négociation. Ensuite, il y a les jamais d'accord, ceux qui critiquent et qui freinent et qui ont une attitude négative. Et enfin, les plus redoutables, les bloqueurs, qui eux manipulent pour s'opposer au projet. Ils peuvent chercher à détruire l'esprit d'équipe et ils ont une attitude d'opposition systématique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des engagés et des désengagés dans l'entreprise. Il y a une très forte proportion de désengagés dans l'entreprise. Les engagés, c'est ce que l'on peut définir par les intrapreneurs, voilà, ceux qui adhèrent complètement au projet, qui veulent apporter leur contribution. Les désengagés, ben voilà, on est plutôt sur des spectateurs, des jamais d'accord. Et bah, il y a une autre catégorie de désengagés entreprises qui est assez redoutable, c'est ce qu'on appelle les désengagés actifs. Et en fait, on les trouve ici. Hein. Les désengagés actifs, en fait, ils vont chercher à recruter, entre guillemets, de nouveaux désengagés parmi les personnes qui sont plutôt engagées. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà les 7 différents profils que l'on peut clairement identifier dans l'entreprise. Et face à chacun de ces profils, évidemment, il y a un schéma d'animation bien particulier. Donc la stratégie de la carte d'implication consiste tout simplement à modifier les comportements des acteurs plutôt que de changer l'organisation du projet. Avant de tout révolutionner, de tout réécrire, dans notre stratégie, dans notre tactique, cherchons d'abord à étudier les comportements des acteurs et à voir comment on peut les bonifier. Alors moi, je voudrais partager avec vous 4 convictions. 4 convictions qui concernent l'implication. Déjà, créer les conditions de la motivation, c'est... on peut déjà partir du principe que la non-motivation n'existe pas. Et puis, au niveau de la motivation, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais on ne peut pas motiver une personne. En revanche, on peut créer les conditions pour que la personne se motive elle-même. Donc, il y a toujours une part de motivation dans une personne. La non-motivation n'existe pas. Toute personne s'implique dans un projet collectif si elle trouve un sens individuel. On retrouve le mot sens. C'est absolument essentiel. Une équipe, c'est la somme des liens que les individus ont entre eux. Et enfin, il faut changer une équipe qui gagne. Ça fait un peu provoque, ça aussi, mais changer une équipe qui gagne, pour ceux qui aiment bien le rugby, je ne sais pas si vous avez vu le match le week-end dernier, mais voilà, l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre, ils ont fait passer les Anglais du sentiment de farce au sentiment de doute. C'était une équipe B en quelque sorte, hein, sous contrainte, que le sélectionneur avait choisi. Et toutes les stars, entre guillemets, de l'équipe de France, du 15 de France, n'étaient pas présentes à ce match le week-end dernier. Et pourtant, pendant 94 minutes, je crois, ou 97 minutes, l'équipe de France n'a jamais été menée. En fait, c'est exactement cette idée-là qu'il faut changer une équipe qui gagne, pas forcément changer les individus, mais chercher à mieux comprendre le comportement et puis parfois voir les complémentarités, donner des missions transverses. Je me souviens d'une entreprise, notamment de service à la personne, où j'avais proposé plutôt à la dirigeante, qui avait 4 responsables d'agence, de faire travailler ces 4 responsables d'agence autour de la définition des valeurs de l'entreprise, avec comme consigne que la dirigeante soit en total lâcher-prise par rapport à ça, qu'elle ne s'intègre pas dans le groupe. Voilà, donc quelles valeurs, comment les traduire et les porter au quotidien, quels indicateurs de performance associés, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça aboutit à une séquence à la fois de cohésion, certes, puisque les 4 responsables de secteur ont travaillé ensemble, mais également de cohérence, en sortant complètement de leur quotidien. Donc, ces personnes-là sont sorties du cadre, ont créé une valeur ajoutée par rapport au fonctionnement de l'entreprise, et donc il y a eu un véritable changement là aussi. Cette équipe, elle a changé à travers cette mission transverse ponctuelle.
Donc, les modes d'animation, hein,